D'autant plus que beaucoup de choses ont été dites et que je ne vais pas répéter. Donc je suis Jean-Michel Toulouse, je suis membre de la direction nationale du Parti de la démondialisation. J'interviendrai donc à ce titre, en espérant, bien sûr je ne serai pas le gauchiste de l'Assemblée, tout en étant, à mon âge, il serait temps. Je l'étais déjà pas en 68, donc c'est pas maintenant que je vais l'être. Ce qui ne m'empêchera pas d'avoir des positions, vous allez voir, me semble-t-il, assez fermes sur un certain nombre de sujets. Bon, d'abord, moi je remercie Michel, Patrice et André de cette invitation. On se connaît bien, donc rassurez-vous, je pense que la joute sera une disputatio, mais pas un combat de boxe. Bon, tout le monde a compris ici, on en a assez parlé, que le but de l'UE, l'Union européenne, moi je mets toujours des guillemets à cette expression, son but ultime, c'est de dépouiller les États et les peuples, bien entendu, de ce qui fait leur substance, et notamment la substance de leur liberté, c'est-à-dire la souveraineté politique. Je diviserai donc mon intervention en deux parties. La première sera plus courte parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je m'attendrai plutôt sur la seconde. La première, c'est quoi l'Union européenne? Donc, je pense que tout le monde ici a dit ce qu'il en pensait. J'appuierai sur deux ou trois petites choses. Et puis le deuxième point, ça sera naturellement comment reconquérir notre souveraineté populaire. En tout cas, selon mon avis, qui est, vous l'avez compris, celui du Pardem. Bon, alors, c'est quoi l'Union européenne? Beaucoup de choses ont été dites. Je dirais seulement 3 ou 4 petites choses concernant ces organes principaux, bon, que tout le monde connaît. Donc, je ne m'étendrai pas sur le Conseil des chefs d'État, qui est censé déterminer des orientations politiques, sauf que tout le monde a compris aussi que c'est quoi le Conseil d'État? Sinon, le porte-parole, naturellement, de ces marionnettistes qui sont, bien entendu, les multinationales financiarisées et mondialisées. Donc, on peut se poser la question de savoir si le pouvoir réel est au Conseil des chefs d'État ou ailleurs. Je vous laisse le soin d'avoir votre opinion. La deuxième structure, bien sûr, alors vous savez qui siège au Conseil des chefs d'État? Bien entendu, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. 27 à ce jour, mais vous savez aussi qu'il y a des candidatures dans l'air. La Commission de Bruxelles. Alors la Commission de Bruxelles, comme vous le savez, c'est pas seulement le gouvernement de l'UE, je dirais que c'est aussi son Parlement, très paradoxalement. Puisque le pouvoir législatif, c'est pas du tout le Parlement qui l'a, c'est la Commission. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. La Cour de justice de l'Union européenne, alors Anne-Cécile en a déjà parlé, j'y reviens pas. Elle est instituée par désignation naturellement des différents États. Et vous savez que cette Cour de justice de l'Union européenne prétend qu'elle a compétence pleine et entière pour veiller à l'esprit des traités. Ça, c'est dans les traités. Mais également pour faire prévaloir le droit européen par rapport au droit national, ce qui n'est pas du tout prévu dans les traités. Donc, troisième organe, si vous voulez, qui outrepasse ces pouvoirs. La BCE, Banque Centrale Européenne, qui a un statut, comme vous le savez, supranational. Supranational et qui est, elle aussi, désignée par les États. Donc, vous avez vu que sur ces précédentes institutions, le peuple n'intervient à rien, puisque tous ces gens-là sont désignés. Donc cette Banque Centrale Européenne, qui prétend à son tour gérer tout ce qui concerne la monnaie européenne. Et qui dit monnaie dit, même si notre ami Christophe Rameau est parti, qui dit monnaie dit un pouvoir assez capital sur la direction de l'économie. Et puis il reste le prétendu Parlement. Le prétendu Parlement qui, comme vous le savez, n'a absolument pas le pouvoir législatif,
puisque c'est la Commission qui l'a, et là, il y a un article très précis du traité, qui est l'article 225 du traité de Lisbonne, qui précise que la Commission peut ne pas donner suite à des demandes du Parlement. Par contre, donc ça c'est clair, par contre, comme vous le savez aussi, les grandes orientations politiques, ce qu'on appelle les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique, elles ne sont pas du tout négociables par les États, sinon à la marge. À ma connaissance, je n'ai pas vu un État mettre en cause de façon substantielle les directives qu'elle reçoit de la Commission tous les 6 mois. À la marge peut-être, mais pas sur les dispositions essentielles. Donc vous voyez, ces 5 organismes-là, et notamment les 4 premières, privent les peuples de toute initiative politique. Donc cette façade institutionnelle, naturellement, gouverne donc l'Union européenne, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont que des sortes de ventriloques, si vous voulez, des vrais marionnettistes qui sont derrière. C'est en tout cas l'analyse que nous faisons. C'est la raison pour laquelle il est inutile, à mon avis, de se demander comment cela se fait-il que nous en sommes arrivés à ce stade. Je vais décrire en 2 mots pour terminer sur ce premier point. Depuis le traité de Rome, 1957, et puis vous savez qu'il y a eu toute une liste de traités qui sont arrivés après, jusqu'au traité de Lisbonne, le dernier, du 13 septembre 2007. Mais avant, il y a eu, et c'est là que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anne-Cécile, quand elle a dit subrepticement, on nous met en place une sorte de carcan institutionnel. Il y a eu ceux de Bruxelles, l'acte unique, Maastricht, Amsterdam et Nice. Donc vous voyez, l'Europe, c'est quand même, entre guillemets, 27 États sur 49. Une précision en passant. Ne s'est pas faite comme ça subitement. Alors la dernière période, bien sûr, est importante, puisque il s'agit maintenant, comme vous le savez, de mettre en place un stade supérieur à tout ça, qui est la Fédération européenne. Donc en singeant, effectivement, des précédents historiques, mais sans leur atteindre le niveau de la cheville, bien entendu, comme cela a déjà été dit. Il n'y a rien de commun entre le fédéralisme européen et les véritables États fédéraux, comme par exemple les États-Unis, mais il y en a d'autres, qui ont une toute autre histoire. Bon. On sait de plus que cette Union européenne n'est en fait que le produit exporté par les États-Unis. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler les origines de l'UE quand même. Depuis, naturellement, les Américains à la Libération, en passant par Monnet et Schuman. Vous savez quels sont ces 2 individus. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais bon, je pense que vous êtes au courant. Mais si vous voulez, on pourra en parler. Donc cette fédération a pour seul objectif, et unique objectif, d'en finir avec les souverainetés politiques des peuples et des États. On a déjà bien commencé, mais elle a l'intention de terminer. Bien, je n'en dirai pas plus parce que je pense que vous en avez assez entendu. La commission de le nouveau commissaire à la défense européenne, pour votre information, dont Anne-Cécile nous a parlé tout à l'heure, c'est un certain monsieur Andrius Kubilius, qui est un Lituanien, et dont on peut se douter qu'il va faire avancer efficacement la paix sur le front ukrainien. Bon, j'arrête là. Voilà à quoi, à mon avis, doit servir ce saut fédéral européen. Je fais court pour ne pas être trop long, bien entendu. Et vous savez que l'objectif, c'est de passer à la majorité, de la majorité qualifiée à la majorité simple sur un certain nombre de décisions. Et quand il y aura 30 ou 35 États dans cette Union européenne, que sera devenue la France et que sera devenue la souveraineté du peuple français? Poser la question, c'est y répondre. Alors, je voudrais vous dire en 2 mots à quoi cela nous a-t-il mené,
hein, avant de passer comment reconquérir notre souveraineté, à quoi cela nous a-t-il mené? Parce que finalement, s'il y avait des résultats positifs, on pourrait faire bénéficier cette Union européenne, construction complètement artificielle à mon avis, d'un préjugé favorable. Mais enfin, quelques chiffres pour rafraîchir la mémoire. Avant l'euro, l'industrie française, c'était 23% du PIB. Aujourd'hui, elle est descendue à 9%. La dette, elle est aujourd'hui de 3 230 milliards d'euros. J'ai rendu les chiffres. Hein. C'est-à-dire 1000 milliards d'euros de plus que lorsque Macron a pris le pouvoir. Ceci explique peut-être la fuite d'ailleurs de M. Le Maire en Suisse. L'économie est en récession, comme on le sait. Le chômage de masse s'accroît, contrairement à tout ce qu'on nous prétend. Bien sûr, je ne cite pas les chiffres, vous les avez comme moi en mémoire. La place de la France dans le monde s'effondre. On s'est fait virer d'Afrique, à mon avis, à juste titre. La France-Afrique, hein, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait revendiquer, mais enfin, il y avait d'autres moyens de coopérer avec les pays africains. On ne va pas tarder à se faire virer cet envoi du Moyen-Orient. On s'est pratiquement déjà fait virer de l'Asie. Vous savez ce que c'est que l'AUKUS. Et on va se faire virer d'Océanie, y compris de nos propres territoires, puisque vous savez ce qui se passe, notamment en Kanaki. Et puis, on ne peut pas dire que les choses se passent très bien en Guyane et en Martinique. Bien, voilà le bilan, sans oublier les euro-régions, puisque vous savez que le phénomène de l'Union européenne est quand même assez pervers. Vous avez une mise en cause de l'État national par le haut, c'est ce que je viens d'expliquer, mais vous avez une mise en cause par le bas au niveau des euro-régions. Et vous n'êtes pas sans savoir que certaines régions françaises osent revendiquer une quasi-autonomie par rapport à l'État national, quand ce n'est pas leur indépendance. Et vous savez qu'il existe déjà une région, Euro-Mosellan, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, à l'est. Alsace, voilà. Voilà donc le brillant résultat donc, de cette Union européenne, sans compter, mais j'en dirai pas plus, la subordination de nos principales institutions juridiques en France, que ce soit notamment le Conseil constitutionnel et même l'Assemblée nationale, qui, vous le savez, est, par l'intermédiaire du 49.3, mise sous tutelle. Bon, voilà ce qu'est devenu notre pays, hein, qui est en train de se déclasser, de s'affaisser, de perdre sa place dans le monde et de s'enfermer dans le déclin du fait de l'incapacité de sa bourgeoisie, que je n'ose même plus appeler nationale, qui est illégitime et qui est en voie de combradorisation. Bon, j'arrête là parce que vous savez tout ça. Bien, maintenant, deuxième point, comment reconquérir notre souveraineté populaire? Alors rassurez-vous, nous ne prétendons pas posséder toutes les clés et avoir des solutions en prêt-à-porter rapides et immédiats. Je me limiterai simplement à répondre à la question qu'a posée Michel, hein, et nos trois organisations. Élection européenne ou boycott? Voilà, je crois que ça tourne pour l'instant au niveau de l'Union européenne un petit peu autour de ça. Ces deux stratégies, vous le savez, ont agité nos esprits depuis au moins la fin de l'année dernière, puisqu'il y a eu ces élections de juin dernier. Et voilà, donc il y a deux arguments, donc, où on participe ou on boycotte. Alors, il y a des tenants de la participation, mes deux collègues à gauche et à droite. Bon, alors, rassurez-vous, je dis ça tout à fait fraternellement. Hein. La discussion est ouverte. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je remercie notamment Patrice, parce que je vais essayer de répondre à trois de ses arguments qu'il avait présentés. D'ailleurs, il en a peut-être rajouté d'autres, il nous le dira tout à l'heure, à une réunion à laquelle j'ai eu le bonheur de participer avec lui, voilà, qui nous a permis de discuter. Bon, d'abord, on nous dit,
peut-être lui, hein, mais aussi d'autres, qu'avoir des députés à ce fameux Parlement, entre guillemets, serait une sorte de caisse de résonance permettant de faire connaître nos organisations, toutes nos organisations, qui sont toutes, si vous voulez, en tout cas celles qui sont présentes ici, mais il y en a d'autres à l'extérieur, qu'il faut gagner, hein, ne perdons pas de vue. Nous sommes tous favorables au rétablissement, bien entendu, de la souveraineté nationale et populaire française. Et donc, cette sorte de caisse de résonance serait un chemin vers la conquête ou la reconquête de cette souveraineté. Alors, on cite l'exemple de l'UKIP, vous savez, la fameuse UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, hein, en anglais. Mais moi, je reste français. Ici, on est en France, on parle français. Bon, l'exemple de l'UKIP est souvent cité, si vous voulez, voilà. Alors, l'argument que nous, on oppose, c'est de dire, mais le fameux, j'ai oublié le prénom, Farage, Nigel Farage, c'est pas grâce à ça qu'il s'est fait connaître en Angleterre, hein, et au Royaume-Uni. Parce que si vous reprenez toute son histoire, il était connu parce qu'il était responsable d'une association à l'époque, et c'est pas tellement ça qui a fait que l'Angleterre est sortie du Brexit. Parce que pour les plus anciens d'entre nous, si on se souvient de l'époque où elle est rentrée dans l'Union européenne, ou dans le marché commun, cette Angleterre, ben, il y avait déjà beaucoup de réticences en Angleterre. Pour la bonne et simple raison que le Royaume-Uni a toujours donné préférence au grand large, c'est-à-dire à rester un allié privilégié des États-Unis. Et même le général de Gaulle disait, si je me souviens bien, ah oui, mais l'Angleterre, c'est le cheval de Troie des États-Unis dans l'Europe. Donc, faut pas croire que si les Anglais ont voté pour le Brexit, c'est grâce à Farage. Premier point. Deuxième argument, être présent dans l'enceinte de Strasbourg permettrait de disposer d'une tribune et d'un espace politique d'agitation au service donc des organisations politiques qui seraient mieux ainsi placées pour la contester. Et Patrice, par exemple, nous cite l'exemple de la Douma russe. La Douma russe. Alors vous savez qu'il y a eu un grand débat là-dedans. Ça c'est entre 1906 et 1912, hein, pour ceux qui aiment un petit peu l'histoire. Parce que les révolutionnaires russes se posaient la question déjà, est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on ne participe pas? Si on participe, on se fait récupérer. Si on ne participe pas, on risque d'échapper à quelque chose d'important qui se ferait là-dedans. Bon. Alors, nous, on répond, si vous voulez, on voit bien que toutes les initiatives des députés européens, entre guillemets, européens, sont bloquées par les traités. Et les règlements de cette Assemblée de Strasbourg sont faits pour, précisément, étouffer toute voix discordante. Alors, ce serait donc clamer dans le désert et perdre son temps, à notre avis, temps qui, d'ailleurs, au passage, pourrait être bien mieux employé par nous tous, pour être plus sûrement et plus utilement utilisé dans nos bourgs et quartiers populaires et dans nos campagnes également, et villages, qui, vous le savez, sont dangereusement investis par le RN. Par ailleurs, je ne pense pas que ce soit la présence menchevique et bolchevique, puisque c'était à l'époque ce dont il était question, à la Douma, qui, ni avant, puisque la Douma n'existait pas, ni après, même quand elle existait, ni en 1917, où la Douma n'y est pour rien, que l'implantation, et pour quoi que ce soit, dans l'avènement de la révolution russe en 1917. Je pense que plutôt le travail de fond de toute la gauche, pas que des bolcheviks. Il y avait les mencheviks, il y avait les socialistes révolutionnaires, il y avait les populistes, etc. Bon, toute cette fermentation idéologique à l'époque, c'est ça qui a fait la révolution russe. C'est pas la présence de quelques députés à la Douma. Deuxième argument. Donc, l'entrisme, entre guillemets, je ne fais pas d'anachronisme, ne me paraît pas effectivement une bonne stratégie. On en connaît les limites et on en connaît aussi, hélas, les potentialités de corruption. Troisième argument. Enfin, participer à ces élections serait un tremplin pour les luttes. Je pense au contraire, nous pensons au contraire. C'est livré à la discussion. Nous pensons au contraire
que ce serait semer des illusions quant à la capacité des marionnettistes de l'UE, que j'ai désigné tout à l'heure, c'est-à-dire donc les multinationales, de changer. Et ce serait se faire aussi des illusions sur notre capacité à nous de changer effectivement de l'intérieur cette UE, cet euro et cette alliance États-Unis-UE. Ce qui risque au contraire de se produire. Ce qui risque au contraire de se produire. Et c'est ce qu'on a pu observer sur un certain nombre de partis qui déjà sont au Parlement européen, entre guillemets toujours. Ce qui risque de se produire, c'est l'institutionnalisation de ces partis politiques dans le carcan européen. On l'a vu au niveau des Verts, on l'a vu au niveau du PC, je pourrais en citer d'autres, je m'arrête là. Et on l'a vu en gros de toutes les organisations politiques qui y sont entrées, qui espéraient toujours transformer, et qui espèrent toujours, c'est ça le plus fort, depuis des décennies. Vous avez des gens qui croient encore pouvoir transformer l'euro en euro coopératif et l'UE en Europe sociale. Franchement, depuis que ce machin-là existe, c'est-à-dire 1957. Et un peu moins pour le Parlement, puisque, effectivement, le Parlement, c'est beaucoup plus tard. Mais ça fait quand même 3 ou 4 décennies. 3 décennies au moins. 3 grosses décennies. Et on reste dans ces illusions. Dès lors, pourquoi participer à un Parlement qui n'en est pas un? Puisqu'il n'a ni pouvoir législatif,